Il est pile midi, c'est l'heure de votre journal sur Canal Algérie. Voici les titres que nous allons développer. Le chef du gouvernement espagnol effectue à partir d'aujourd'hui une visite officielle de 2 jours en Algérie. Pedro Sánchez doit s'entretenir avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. L'hôte de l'Algérie doit également tenir une séance de travail avec le Premier ministre Abdelaziz Jabad. La campagne référendaire sur le projet d'amendement de la Constitution débute aujourd'hui et se tient sous le slogan Novembre 1954, la libération, Novembre 2020, le changement. Dans l'actualité également, le déplacement du conseiller auprès du président de la République, chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Amsila Nazih Bremdan, a affirmé que l'Algérie nouvelle se construit en partenariat avec la société civile. Énergie et cette annonce du ministre Abdelmadjid Attar à Tismsilt. Selon lui, le taux de couverture en gaz naturel au niveau national a atteint les 62%. Nous prendrons de la hauteur dans ce journal pour parler d'apiculture en zone montagneuse, une activité en plein essor dans la commune de Sidi Aïch à Béjaïa. Reportage sur une pépinière agricole avec un cheptel d'abeilles en nette croissance dans cette édition. Bienvenue, nous entamons cette édition avec le volet coopération. Le chef du gouvernement espagnol effectue à partir d'aujourd'hui une visite officielle de 2 jours en Algérie. Pedro Sánchez est accompagné d'une importante délégation. Au menu de la visite, une rencontre avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. L'hôte de l'Algérie doit également tenir une séance de travail avec le Premier ministre Abdelaziz Jabad. On reviendra sur cette visite avec plus d'informations dans nos précédentes éditions. Et nous en parlions en titre, la campagne référendaire sur le projet d'amendement de la Constitution soumis à la consultation populaire le 1er novembre prochain débute aujourd'hui pour une durée de 22 jours et sera notamment marquée par des actions de sensibilisation sur l'importance de cette échéance. La campagne se tient sous le slogan Novembre 1954, la libération, Novembre 2020, le changement. Quelles sont les conditions et les modalités du déroulement de cette campagne? Élément de réponse avec Naïm Chekchek dans ce papier. Novembre 1954, la libération. Novembre 2020, le changement. C'est le signe fort de cette campagne électorale sur le projet d'amendement de la Constitution qui s'inscrit dans la poursuite des valeurs qui ont institué le 1er novembre 1954. Toutes les conditions de transparence et d'impartialité sont réunies pour cette campagne électorale qui sera marquée par des actions de sensibilisation sur l'importance de cette consultation populaire devant jeter les bases d'un État moderne au service du citoyen, assure l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections. L'ANI qui, le 28 septembre dernier, annonçait le lancement pour le 7 octobre d'une campagne de sensibilisation en prévision du suffrage constitutionnel, avait accompagné cette annonce de la publication d'un arrêté fixant les règles de la campagne référendaire en application de la loi organique relative au régime électoral. Ces règles disposent notamment que la campagne sera animée par le staff gouvernemental, les partis politiques disposant d'un groupe parlementaire au niveau des 2 chambres du Parlement ou de 10 sièges au sein des 2 chambres du Parlement ou encore des sièges au sein des assemblées populaires locales dans au moins 25 wilayas. Les associations nationales jouissant d'une représentation effective dans 25 wilayas au moins et les personnalités politiques sont également habilitées à animer la campagne référendaire selon les règles énoncées dans l'arrêté de l'ANI. S'agissant des médias audiovisuels publics, le temps de parole réservé aux intervenants dans ces médias a été défini par l'ANI en coordination avec l'autorité de régulation de l'audiovisuel, l'ARAV. La campagne référendaire peut être menée aussi par voie d'affichage, de distribution de dépliants, de correspondance et de tous les moyens écrits ou électroniques. À l'étranger, l'affichage se fait au siège des représentations diplomatiques et consulaires, précise encore l'autorité nationale indépendante des élections. Cette dernière qui ajoute que l'opération de sensibilisation et la campagne référendaire par médias audiovisuels, par affichage ou par les moyens écrits ou électroniques sont soumis à une habilitation préalable de l'ANI. Celle-ci étant chargée exclusivement de la préparation, l'organisation, la gestion et la supervision des élections et des référendums.
Tous les intervenants de la campagne référendaire sont tenus de respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, est-il encore précisé à ce titre. Mohamed Charfi, le président de l'ANI, a déjà indiqué que les moyens matériels et logistiques nécessaires ont été mobilisés pour que le référendum se déroule dans la sérénité et la régularité. Un réseau de visioconférence a été mis en place à cette occasion et permettra une plus grande réactivité et une prise en charge immédiate à d'éventuels problèmes qui peuvent se poser le jour du scrutin, dit-il, avant d'ajouter que les créneaux d'expression seront ouverts à ceux qui sont pour et à ceux qui sont contre le projet d'amendement de la Constitution. Il a affirmé aussi que cette démarche reflète la nouvelle dynamique entamée depuis l'élection présidentielle du 12 décembre 2019 pour la consécration de l'Algérie nouvelle qui est déjà en marche. Et voilà qui nous emmène à parler de l'activité du conseiller auprès du président de la République, chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger. En visite à Msila, Nazir Bermdan a affirmé que l'Algérie nouvelle se construit en partenariat avec la société civile, comme contenu dans l'avant-projet d'amendement de la Constitution, nous dit Karim Haïfa. L'Algérie nouvelle se construit en partenariat avec la société civile. Une société civile qui, selon Nazir Bermdan, aura un rôle important dans le fonctionnement des institutions de l'État, selon une nouvelle approche fondée sur une démocratie participative. L'importance du rôle de la société civile est traduite par son évocation pour la première fois dans le préambule de la Constitution soumis au référendum le 1er novembre prochain, et dans d'autres articles du document, dont les dispositions soulignent aussi pour la première fois la non-atteinte aux associations, dont la dissolution ne peut intervenir qu'en cas de faute par décision de justice, contrairement à ce qui se faisait dans le passé. Cette rencontre a été une occasion pour écouter les interventions des représentants de la société civile locale qui ont fait part de leurs préoccupations ainsi que de leurs propositions. Nous voulons une nouvelle politique qui brisera toutes les contraintes qui se sont accumulées des décennies durant entre les autorités locales et nous. Il faudrait qu'il y ait une communication verticale entre les décideurs politiques et la base, à savoir les associations. Le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger a appelé par ailleurs les représentants de la société civile présents à la rencontre à renoncer à la vision ancienne de la société civile et à se consacrer au travail bénévole désintéressé pour assurer le succès du travail participatif de la société civile aux côtés des institutions de l'État. Énergie à présent, nous en parlions d'ailleurs en titre, le taux de couverture en gaz naturel au niveau national a atteint actuellement 62%, a indiqué à Tissim Silt le ministre de l'Énergie Abdelmajid Attar, avant d'annoncer la numérisation par son département des documents administratifs au mois d'octobre prochain. Yannis Saïd Belkacem. C'est à partir de la commune de Youssoufia, dans la wilaya de Tissim Silt, que le ministre de l'Énergie, Abdelmajid Attar, a présidé la cérémonie du lancement des travaux du réseau de transport du gaz naturel et la mise en service du projet du raccordement à l'électricité des centres secondaires et a insisté sur l'achèvement de ces projets dans les zones d'ombre de la wilaya dans les plus brefs délais. Selon les projets et les données que nous avons, le taux de couverture au réseau d'électricité a atteint 95% dans la wilaya de Tissim Silt, sachant que 20 communes disposent du gaz sur un total de 22 communes que compte la wilaya. Une bonne nouvelle pour les agriculteurs de la région qui bénéficieront à présent du raccordement de leur exploitation agricole au réseau électrique. Le ministre a procédé au lancement du réseau électrique, ce qui nous permettra d'avancer sur notre projet. De l'autre côté, le Wali nous a aussi promis un raccordement aux eaux. Ce sera une bonne chose pour nous, mais aussi pour les chômeurs. On pourra recruter plus de personnes. Abdelmajid Attar a exhorté les responsables à recruter des jeunes de la région dans les entreprises chargées de la concrétisation de ces projets et a aussi visité le centre de stockage du carburant où il s'est enquis de la situation d'approvisionnement en produits énergétiques dans la région.
Dans l'actualité également, l'activité du ministre de l'Industrie, Farhat Taïta Ibrahim, qui participe par vidéoconférence à la conférence Discover Global Markets qui se tient jusqu'au 9 octobre prochain dans la capitale de l'État d'Indiana aux États-Unis. Sous le thème Opportunités de croissance dans le domaine de la fabrication intelligente, cet événement annuel organisé par le département américain du commerce se veut un espace d'échange entre les plus grandes entreprises spécialisées dans les industries de pointe des technologies intelligentes, y compris les industries de véhicules, l'aérospatial, le stockage de l'énergie et les énergies renouvelables. Selon les organisateurs de cette rencontre internationale, elle sera l'occasion pour les participants d'explorer de nouveaux partenariats avec les responsables de sociétés basées aux États-Unis qui cherchent à étendre leur distribution internationale ou à développer des opportunités de partenariat. Et je vous propose à présent de prendre de la hauteur pour parler d'apiculture en zone montagneuse. Une activité en plein essor dans la commune de Sidi Aïch à Béjaïa, grâce aux couvertures de pistes et l'accompagnement de subventions aux agriculteurs. Un exemple d'une pépinière agricole créée en l'an 2000 avec un cheptel d'abeilles en nette croissance. Reportage Saïda Mayouf. Dans la commune de Tifra, à Sidi Aïch, ce village perché sur les cimes montagneuses, l'activité apicole est en plein essor. Cette pépinière apicole créée en l'an 2000 a vu son cheptel d'abeilles croître au fil des ans. Pure satisfaction pour son propriétaire. بدينا تربية النحل في 2000 les années 2000 درنا البروغرام تاع فرنديا بدينا بكتر ريش مدعوين من الدولة والحمد لله دروك طلعنا لشبتل وصلنا l'équivalent de 300 à 400 ruches, alhamdoulilah. Comme à l'accoutumée, Ali est au petit soin avec ses pollinisateurs se nourrissant de pollen et de nectar. Les connaissances acquises sur l'élevage des abeilles et le mode de fonctionnement des ruches, il les partage dans des cycles de formation avec d'autres agriculteurs novices en matière d'apiculture. J'assure des formations pour tous ceux en quête de connaissances sur le cycle de vie et l'élevage des essaims des abeilles. C'est une exploitation, c'est une pépinière moderne au niveau de notre région parce que il participe à la formation. Même nous, en tant que service agricole, on a organisé des journées techniques de formation en collaboration. Et même l'apiculteur, il est toujours disponible, il participe aussi à la formation des autres apiculteurs. Et nous, notre objectif, c'est un modèle à former des jeunes apiculteurs à l'avenir. L'apiculture, par ces zones difficiles d'accès, n'aurait pu être possible sans l'apport du Fonds national de développement rural, FNDR, à travers l'ouverture de 17 km de pistes de désenclavement d'un impact socio-économique certain. À savoir la valorisation des produits agricoles, la fixation de la population et la lutte contre les incendies de forêt. Et bien sûr, qui va permettre l'accès aux agriculteurs et les éleveurs. Et bien sûr, il va nous permettre de développer les petits élevages qui sont faciles à développer. C'est des élevages qui ne sont pas coûteux. Par exemple, l'apiculture, la cuniculture, l'élevage de caprins. Le développement des cultures de montagne, un créneau porteur à même de préserver la ressource naturelle et de valoriser les produits du terroir. À 800 mètres d'altitude dans la commune de Tifra, au lieu dit Hammam Silel, une zone montagneuse et mellifère par excellence, l'activité apicole trouve tout son sens au gré des vents et des saisons. Agriculture toujours, et cette fois-ci pour parler de la filière laitière, l'une des priorités de la wilaya de l'Arwat qui ambitionne d'augmenter la production du lait et contribuer ainsi à réduire l'importation de ce produit essentiel. L'exemple d'une ferme pilote lancée en 2017 dans la région avec seulement 10 vaches pour atteindre aujourd'hui les 123 têtes, nous dit Bouchra Bouali. Regarde. Saïd fait partie de ces jeunes qui ont fait le choix d'investir dans l'élevage des vaches laitières. Il est à la tête d'une ferme pilote qui a commencé en 2017 à L'Arwat avec seulement 10 vaches pour atteindre aujourd'hui 123 têtes qui lui permettent de produire une quantité considérable de lait.
Nous avons commencé avec 10 vaches. Peu à peu, nous nous sommes agrandis. Nous avions commencé par nos propres moyens et nous sommes devenus une ferme pilote, la première au niveau de la Rouat. Nous possédons 123 vaches laitières, dont 80 produisent 2000 litres par jour, à raison de 25 litres par bête. Nous avons également une salle de traite 2x8, 16 vaches, avec décrochage et lavage automatique, ainsi que des compteurs électroniques. Promouvoir la filière laitière est l'une des priorités de la wilaya de la Rouat qui ambitionne d'augmenter la production laitière et contribuer ainsi à réduire l'importation de ce produit essentiel. Nous comptons lancer une autre ferme de vaches laitières et agrandir celle que nous avons déjà. Nous voulons démontrer à travers nos visites à ces exploitations agricoles que notre wilaya recèle d'immenses potentialités. Cette ferme pilote qui a réussi à s'agrandir en moins de 3 ans fait le pari de couvrir les besoins de la Rouat en matière de production laitière et aspire même à fournir les wilayas limitrophes. Autre chapitre à présent dans la dynamique des efforts continus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme. Des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période du 30 septembre au 6 octobre 2020 de multiples opérations aux résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le phénomène du narcotrafic dans notre pays. Des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les services de la gendarmerie nationale lors de 2 opérations distinctes à Béchar. 6 narcotrafiquants et saisi une grande quantité de kif traités s'élevant à 10 quintaux et 80 kg. Dans le même contexte, un autre détachement de l'ANP a arrêté en coordination avec les services de la Sûreté nationale à Alger 2 narcotrafiquants en possession de plus de 115 kg de kif traités et une somme d'argent estimée à 895 millions de centimes, alors que 8 autres narcotrafiquants ont été appréhendés en possession de 149 kg de la même substance et plus de 27 800 comprimés psychotropes et 6 156 unités de différentes boissons lors de différentes opérations menées à Tlemcen, Betnat, Bessa, El Oued, Béjaïa et Sétif. D'autre part, les services de la gendarmerie nationale ont arrêté 12 individus et saisi 15 fusils de chasse, 100 kg de poudre noire, 13 047 cartouches, plus de 1800 capsules et plus de 101 000 unités d'articles pyrotechniques à Annaba, Sétif, Mbouagui, Milat, Bessa, Béchar et Ouergla, alors que d'autres détachements de l'ANP ont arrêté à Tamanrasset, à Ain Gzem, Bourj Beji Mokhtar et Janet 77 individus et saisi 24 véhicules tout-terrain, 3 camions, 7 motocyclettes, 5 détecteurs de métaux, 118 groupes électrogènes, 90 marteaux-piqueurs, 44 sacs de mélange de pierres et d'or brut, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que près de 2 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande. De même, des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à plus de 13 700 litres ont été déjouées à Tébessa, Taref, Sougharas, Bourj Beji Mokhtar et Tindouf. Dans un autre contexte, les gardes-côtes et les services de la gendarmerie ont réussi à mettre en échec des tentatives d'immigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 169 personnes à bord d'embarcations pneumatiques et artisanales à Oran, Tlemcen, Skikda, Chlef, alors que 10 migrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Rilizen, Taref et Tbessa. Situation épidémiologique à présent. Chez nous, 129 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 91 guérisons et 5 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamel Fourar. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants: 129 nouveaux cas, 103 nouvelles hospitalisations, 91 patients guéris, 25 patients en soins intensifs et 5 décès. Avec la notification de 129 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant également que 20 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 25 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas, et seulement 3 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès qui ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré malheureusement 5 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 103 patients. Pour ce qui est des patients guéris à ce jour, leur nombre est de 36 763 patients guéris, dont
91 guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux, au niveau national, 25 patients hospitalisés en soins intensifs. Et pour terminer, comme toujours, nous rappelons notre population de rester très vigilante durant cette période critique, également de respecter les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Et toujours au sujet de la lutte contre le coronavirus, cette fois-ci à El Oued, où une cérémonie a été organisée par les autorités locales en l'honneur du corps médical de la wilaya. Une façon de saluer leur mobilisation sans faille, une mobilisation qui dure déjà depuis 7 mois, nous dit Walid Yousfi. Regardez. Munis de masques, de combinaisons et autres moyens de protection, ces médecins sont mobilisés depuis le début de la pandémie en Algérie. Par responsabilité ou sens du devoir, ils sont en première ligne depuis pas moins de 7 mois et restent prêts pour faire face à toutes les situations. Nous sommes mobilisés depuis le mois de mars contre cette maladie. On s'est entraînés depuis le début. Le combat continue jusqu'à présent. Ça fait 7 mois que nous sommes mobilisés pour faire face à cette pandémie. Dieu merci, la situation est stable. À l'Oued, une cérémonie a été organisée par les autorités locales en l'honneur du corps médical de la wilaya. Une façon de saluer leur mobilisation sans faille. En cette occasion, je souhaite remercier ceux qui étaient en première ligne dans ce combat contre la pandémie, qui ont répondu présents et qui ont fait leur devoir national sans hésitation, à savoir tout le corps médical des hôpitaux qui ont été mobilisés contre le coronavirus. On apprécie cette initiative, on remercie le Walid Ouadsouf et les autorités locales pour cette cérémonie. Dieu merci, on a pu maîtriser cette situation. On appelle tous les citoyens à faire preuve de plus de rigueur quant au respect des mesures sanitaires. Respecter les mesures sanitaires, un appel qui revient sans cesse depuis mars dernier. Cela reste, selon les spécialistes, la meilleure façon d'endiguer la propagation du coronavirus. Très attendu par les habitants de Béchar, l'hôpital de Abadla, qui compte 120 lits, serait une véritable aubaine pour les malades de cette région qui parcourent de longues distances pour recevoir des soins. L'infrastructure accuse toutefois un énorme retard dans la réalisation, ce qui porte préjudice aux habitants de cette localité, nous dit Yamina Saïdji dans ce papier. Cette structure hospitalière est située dans la commune de Abadla, à plus de 90 km de la wilaya de Béchar. Les travaux de réalisation de cet hôpital de 120 lits s'éternisent alors que le projet a été lancé en 2007. Les habitants attendent avec impatience l'ouverture de cette structure. Il faut parcourir une distance de 80 km pour faire une consultation et parfois il n'y a même pas de moyens de transport. Les habitants de la commune de Abadla attendent l'achèvement des travaux et l'ouverture de cette structure hospitalière avec impatience. Jugé insuffisant, le budget a été revu à la hausse en vue de pouvoir parachever les travaux de réalisation et grâce à ce montant, nous pouvons finaliser les travaux d'ici à la fin 2021. Les responsables du secteur se sont rendus sur place pour établir le constat et mettre en œuvre un plan d'organisation et de supervision. Nous avons constaté un manque d'organisation. Les ateliers ne sont pas organisés et les délais n'ont pas été respectés. Nous avons donc donné des instructions fermes et nous suivons l'avancée des travaux de très près. L'ouverture de cette structure sanitaire permettra d'alléger la pression sur les hôpitaux du sud du pays et d'atténuer par là même la souffrance de la population. Dans l'actualité internationale, le monde fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de Covid-19. Vous le savez, on recense ce matin plus de 36 millions de cas et passe la barre du 1 million de décès dus au coronavirus. Le nombre de nouveaux cas n'a jamais été aussi élevé et de nouvelles vagues apparaissent dans certains pays qui semblaient avoir endigué l'épidémie. Les États-Unis, l'Inde et le Brésil continuent à occuper le triste podium des contaminations avec 745 morts aux USA, 991 en Inde et 819 au Brésil, rien que durant les dernières 24 heures. Le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan
risque de transformée en crise humanitaire. La moitié de la population du Nagorno-Karabakh a été déplacée par les hostilités entre ce territoire séparatiste peuplé d'Arméniens et l'Azerbaïdjan. Environ 50% de la population a été déplacée, dont 90% des femmes et des enfants, a indiqué le médiateur de la République autoproclamée, qui est chargé des questions de défense des droits des civils. Le Nagorno-Karabakh est peuplé d'environ 140 000 habitants, à 99% des Arméniens ethniques. Les autorités locales et l'Arménie accusent l'Azerbaïdjan, depuis la reprise des hostilités le 27 septembre dernier, de viser les civils, en particulier à Stepanakert, la capitale de cette ville, est visée depuis des jours par des tirs répétés de roquettes, mais aussi de drones, forçant la majorité des quelques 50 000 résidents à la fuite. Ceux qui sont restés se terrent dans les caves. Dans le monde, toujours catastrophe naturelle au Mexique. L'ouragan Delta doit frapper dans quelques heures le pays. Il a été rétrogradé en catégorie 3 sur une échelle de 5, mais reste tout aussi dangereux selon le Centre national américain des ouragans basé à Miami. Le Delta a enregistré des vents de 195 km/h et se trouvait à 120 km au sud-est de l'île mexicaine de Cozumel, sur la côte est du pays. L'ouragan, qui se déplace à 26 km/h, devait toucher terre ce matin, atteignant une partie de Cozumel avant de se diriger vers l'intérieur des terres entre les stations de Cancún et de Playa del Carmen, les plus grandes destinations touristiques du Mexique. Sport football à présent, le sélectionneur national Djamel Belmadi a animé ce matin à partir de l'Autriche une conférence de presse par visioconférence où il a évoqué essentiellement la préparation de la sélection nationale pour les 2 matchs amicaux à venir, face au Nigeria le 9 octobre prochain et le Mexique le 13 octobre. Belmadi a assuré que son équipe allait jouer à fond ces 2 matchs malgré leur cachet amical, dans le but de les gagner et maintenir ainsi la série d'invincibilité qui dure depuis 2 ans maintenant. En ce sens, le coach national a révélé que le milieu de terrain de Nîmes Olympique, Zindine Farhat, s'était blessé lors de la séance d'entraînement de la veille et qui est du coup quasiment forfait pour ces 2 tests amicaux. Plus de détails sur cette conférence de presse du sélectionneur national ce soir dans l'édition du 19h. Sport football toujours, la reprise du championnat footballistique se profile peu à peu avec l'opération d'homologation des stades devant accueillir les prochaines rencontres, nous dit Sid Ahmed Bouraïd dans ce reportage. Regardez. Les indicateurs de reprise de la saison footballistique 2020-2021 commencent à se dessiner petit à petit. Et c'est du stade Omar Hamadi de Boulourine que la commission d'homologation a débuté les inspections. Le taux d'avancement des travaux de réfection des différentes structures du stade ainsi que l'état de la pelouse étaient à l'ordre du jour. Comme vous le savez, le stade de Boulourine est en plein travaux. Nous avons donc émis quelques réserves. Mais dès que les travaux seront terminés, nous procéderons à une autre visite. La commission d'homologation a aussi rendu visite au stade du 5 juillet. Et le moins que l'on puisse dire est que les travaux réalisés ont ravi les membres de la commission. Au niveau du stade du 5 juillet, l'avis de la commission est positive. Le stade renferme toutes les conditions requises. Actuellement, des travaux sont entrepris au niveau des vestiaires. Au contraire, le stade Ahmed Falaq de Hidra ne répond pas aux conditions requises pour le déroulement des rencontres de Ligue 1 et notamment les normes de retransmission TV. L'accès déjà le stade مش متاح لنا. Donc au départ, sans rentrer dans les détails, le stade Hidra, on ne peut pas faire un direct à partir de ce stade. Plusieurs stades attendent encore la visite de la commission d'homologation, seule instance habilitée à donner le OK pour le déroulement des rencontres. C'était la dernière information de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Excellent après-midi sur Canal Algérie. Au revoir.